Pont-Neuf, le magazine hebdomadaire du jeudi. Vincent Jory, bonjour. Bonjour. Oriane Jancourt-Galignani, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes tous les deux à la tête de Transfuge et vous avez eu beaucoup de flair parce que vous avez, avant tout le monde, donné le prix Transfuge à ce livre de Mohamed Mbougar Sarr, La plus secrète mémoire des hommes, paru aux éditions Philippe Ray. Vous doutiez qu'il irait aussi loin, Vincent Jory ? Non, franchement, on se doutait absolument pas de ce que ce livre allait devenir. Quand on l'a choisi comme meilleur livre de l'année, de la rentrée, on avait déjà lu son premier livre, alors qu'il n'a été lu par quasiment personne, il y a quelques années. Et franchement, fin août, à part nous, personne n'en parlait. Et apparemment, l'éditeur lui-même ne s'y attendait pas, puisqu'il a été pris de court au moment où il a fallu très vite imprimer. Oriane Jancourt-Galignani. Oui, c'est-à-dire que c'est vrai, on ne pouvait pas imaginer au départ, en tout cas fin août, début septembre, qu'un livre pareil ait le Goncourt. Il n'est en rien formaté pour le Goncourt, et je dis pas ça de manière critique sur le Goncourt, mais je veux dire c'est un livre exigeant, c'est un livre qui est très réflexif, qui accomplit un travail sur la langue, qui a beaucoup de références, qui a une construction assez virtuose, mais pas évidente non plus. Donc voilà, c'est un livre, pour dire les choses, très littéraire. Et pouvait se dire que le Goncourt, qui quand même essaye de toucher le plus grand nombre, n'oserait pas aller vers un livre aussi exigeant. Alors ce roman raconte la rencontre avec un livre, et ce livre est celui de Tessé Eliman, auteur sénégalais venu à Paris et qui a publié en 1938 Le labyrinthe de l'inhumain. C'est l'histoire, au fond, d'un livre perdu, dont on avait perdu la mémoire et qui rejaillit, qui est raconté ici. Oui, d'un livre perdu, même d'un livre sacrifié, d'un écrivain sacrifié, parce que c'est un peu ça qu'il raconte. C'est-à-dire que quand ce jeune écrivain d'aujourd'hui part sur les traces de Tessé Eliman, il part aussi sur les traces du Paris littéraire des années 30. Et donc là, on découvre que ce Paris littéraire des années 30 est capable de reconnaître un bon livre quand il se présente. C'est le cas de ce livre inventé, qui est Le labyrinthe du silence de Tessé Eliman. Mais par contre, n'est pas capable d'adouber un écrivain africain. Et c'est vrai que les Michel Léry, c'était assez rare dans ce Paris des années 20-30. Et donc voilà, donc qui montre avec un certain sens de la satire, mais aussi avec une douloureuse ironie, comment est-ce que les critiques, les écrivains, enfin les gens qui comptaient dans les années 30, n'ont pas cessé de remettre en cause la possible identité de cet écrivain et sa possible honnêteté, à tel point qu'il va s'en aller. Alors c'est vrai que cet auteur reste mystérieux, mais on a plusieurs critiques du livre qui sont reprises, qui sont très différentes. Est-ce que vous avez l'impression que ce sont de vraies critiques qui sont reprises, Vincent Jory? Écoutez, je laisserai plutôt Oriane sur cette question-là. Non, je pense que il pastiche. C'est une pastiche c'est une série de pastiches des critiques un peu, des gens qui faisaient, on pense à Léon Daudet, on pense à ces gens-là, qui donnaient le là pour le monde littéraire parisien. J'ajouterais quelque chose. Il ne faut pas oublier que dans les années 30, le milieu littéraire, le milieu intellectuel est dominé par des écrivains comme Paul Morand. Paul Morand est le grand écrivain des années 30, qui, comme tout le monde le sait, était antisémite, homophobe, raciste, etc. Donc on est dans un milieu extrêmement conservateur, à la suite de Barès, qui était lui-même très conservateur, antisémite, etc. Donc il faut se resituer dans cette période-là. Et je dirais qu'aujourd'hui... Et on parle, il y a beaucoup de choses qui lui sont reprochées, notamment on parle de pillage littéraire. On parle aussi de plagiat. Oui, c'est un thème qui revient souvent à propos de ce livre. C'est une façon, j'imagine, parce qu'on est en littérature, mais j'imagine de discréditer ce travail, son travail. C'est une façon de discréditer. Et j'ajouterais que le fait que le prix Goncourt aujourd'hui ait été rendu à ce prix
il y a évidemment un geste très politique parce que le monde littéraire est évidemment plus progressiste aujourd'hui. Les grandes figures, il y a plus de Paul Morand et heureusement, il y a encore des réactionnaires comme Michel Houellebecq par exemple, mais on n'est plus du tout dans cette époque-là. Et je pense que le Goncourt avait ça en tête aussi, de dire voilà, on a changé d'époque, on va remettre ce prix. Parce que le livre est très bon, hein, ce sont tous des littéraires quand même au prix Goncourt. Le livre est très bon et en plus, on va démontrer que le milieu littéraire aujourd'hui est beaucoup plus ouvert que dans l'entre-deux-guerres. C'est vrai que dans l'entre-deux-guerres, on a l'impression que tout le petit monde littéraire s'est mis en branle autour de ce livre, en contestant je veux dire la qualité du livre. Alors, chose étonnante, il y a des moments assez forts où l'auteur raconte la vieillesse du père veillé par sa femme, et on a du mal à imaginer que cet homme dont le père a épousé 3 femmes est devenu un grand écrivain. Je veux dire, il y a une espèce de hiatus comme ça entre les générations. Alors, M. Bougarsar s'est inspiré d'un écrivain qui a existé. Alors, qui n'était pas de cette époque-là, hein, qui était des années 60. Yambo Wologem. Voilà. Et qui, lui-même, avait une biographie qui ressemblait à celle-là. Donc, je pense aussi que c'est de là que vient cette vie extrêmement riche, et en effet ce grand voyage qu'il nous fait découvrir du Sénégal, dans un village du Sénégal, jusqu'à ce Paris. C'est-à-dire, Yambo Wologem, là-dedans, joue le rôle d'une espèce d'écrivain maudit et admiré en même temps. On verra si c'est ce qui va arriver, si on va voir la même chose pour Mohamed M. Bougarsar. Est-ce que ce prix est contesté ? Non, ce prix n'est pas contesté pour les gens qui ont lu le livre, parce que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, hein, on reconnaît quand même qu'il y a une vraie qualité littéraire, qu'il y a une vraie voix singulière. Donc pour ça, il n'est pas contesté. Après, il y a sur les réseaux sociaux des voix d'extrême droite qui lui contestent sa légitimité, qui l'accusent même de choses ignobles. C'est quelqu'un qui a un courage politique assez fort, puisque son 2e roman, il l'a consacré à la manière dont on traite les homosexuels au Sénégal. Donc voilà. Ensuite, son 3e roman, c'était sur les djihadistes islamistes. Sur les djihadistes islamistes. Et c'est le livre qui s'appelle, qui a un très beau titre, ouais. Terre Sainte, ouais. Mais sainte avec un C. C-E-I-N-T-E, puisqu'il raconte une population qui est véritablement enfermée dans un village sous le joug des islamistes, et il raconte ce que c'est que l'islamisme au jour le jour, l'enfer, la transformation du langage, la censure permanente, l'humiliation des femmes. Enfin, il raconte ça avec une force très forte. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui n'a pas peur de ces sujets. Donc évidemment, quand on s'attaque à ce genre de sujet sur les réseaux sociaux, on est très vilipendé. Il y a des rumeurs qui sont lancées, mais j'ai même pas envie d'en parler parce que ça ferait de la publicité à ces groupuscules d'extrême droite. Il y a un passage aussi très intéressant, c'est que Eliman, cet auteur sénégalais, a un ami, et cet ami est juif, il s'appelle Charles Ehrenstein, et il dit de lui, en réalité, la judéité de Charles ne lui est rappelée que par d'autres qui l'entendent dans son nom. Et lorsque ceux-ci l'évoquent, Ehrenstein répond en souriant qu'il est juif sans y penser. Un genre de juif par hasard, quoi. Alors, il y a 2 choses à répondre. D'abord, cette espèce d'universalisme qui se refuse une reconnaissance un peu identitaire, c'est ce qu'a M. Bougarsar avec sa couleur de peau. Il refuse de se dire noir parmi les blancs. Donc, je pense qu'il a attribué à ce personnage ce qu'il ressent. Il dit d'ailleurs dans une interview, une très belle interview dans Transfuge, je n'aime pas parler de couleur de peau, cela n'a aucune importance à mes yeux. Voilà.
Ceci dit, les critiques des années 30, qu'il pastiche et qu'il fait, nous racontent non seulement l'étroitesse d'esprit du milieu littéraire, mais nous racontent aussi, et ça c'est très intéressant, l'obsession de la race, qui monte jusque dans les milieux intellectuels et littéraires. Et c'est ça qui est assez effarant, c'est qu'on voit que dans ces milieux qu'on croit protégés, qu'on croit nuancés, eh bien là aussi, finalement, les pires des hypothèses, les pires des idéologies trouvent leur place. Et voilà, on sait ce que ça va donner pour les Juifs. Et c'est ce que ça donne aussi pour Tessé Liman. Et on saura que en 1942, à Paris, Joseph Engelmann, qui a l'air d'être une manière de décrire Joseph Mengele, enfin il me semble en tout cas. Et l'auteur écrit ceci, ce Joseph Engelmann, en 1942, aurait arrêté et torturé son ami Charles Lilienstein avant de l'envoyer au camp de Compiègne, d'où il fut ensuite déporté à Mauthausen. Oui. Je crois, si je puis me permettre, ajouter que Mbougarsar a quelque chose à voir avec l'histoire des Juifs, parce que, comme il le dit dans notre entretien, c'est quelqu'un qui, très jeune, a eu une passion pour la France, a eu une passion pour la littérature française. Il le dit, il a dévoré les ouvrages de Victor Hugo, de Flaubert, de Stendhal, enfin tous les... De Balzac, de Camus, etc. En même temps que Senghor et Aimé Césaire. Exactement. Et là, je pense qu'on peut faire un parallèle, c'est pas un hasard il y a un personnage juif, avec l'histoire des Juifs de France, qui ont toujours eu cette idée assez forte de la France, d'assimilation et d'intérêt et d'amour de la France, sans oublier, ce qui n'empêche pas de lire Philippe Roth, Singer et d'autres auteurs juifs. Et en ce sens, je trouve que Mbougarsar a ce rapport à la France très, si je puis dire, très, très juif. Question de Steve. Vincent, vous parliez tout à l'heure d'un choix à la fois littéraire mais aussi politique. L'an dernier, c'est Hervé Letellier pour l'Anomalie qui avait été sacré. Entre-temps, de nouvelles règles de déontologie ont été prises. Est-ce qu'il y a un lien, ces décisions, une incidence sur le choix de cette année ? Alors sur les règles par rapport à l'affaire de Camille Laurence qui avait mis non, je crois pas. Franchement, je crois pas. Je crois que le Goncourt, enfin, il y a un lien avec Hervé Letellier qui est un lien plutôt, je dirais, commercial, dans le sens où Hervé Letellier s'est vendu à, je crois, 900 000 exemplaires. Ça a été vraiment un best-seller absolu. Et dans ce cas-là, les jurés du prix Goncourt se permettent l'année suivante, c'est-à-dire avec Mbougarsar, de donner ce titre à un livre qui se vendait, il faut le dire, très peu. Je crois que quand ils ont donné le titre, le prix, le livre s'était vendu à 12 000 exemplaires, 13 000 exemplaires, ce qui n'est rien pour un livre goncourable. Et choisir une petite maison d'édition aussi ? Je pense aussi, ils se permettent de le faire justement pour soutenir un petit éditeur, parce que ils savent très bien que cette année le livre peut, suite au prix Goncourt, se vendre beaucoup moins que le Tellier, ce qui sera le cas, mais dans un équilibre, ils peuvent prendre ce risque. Donc c'est vrai que pour nous, c'est un prix Goncourt quand même inattendu, audacieux. Bravo à eux. On pourra dire, selon qu'on aime le livre ou pas, inattendu ou audacieux. En tout cas, les Goncourt se suivent et ne se ressemblent absolument pas. Hein. Non, mais pour moi, ce Goncourt, il est un peu dans la lignée de ce qu'ils ont fait avec Jonathan Littell pour Les Bienveillantes. Personne n'avait entendu parler de Jonathan Littell avant Les Bienveillantes. Oui, mais pardon, sans réduire la qualité du livre, il n'y a pas photo avec Les Bienveillantes. Oui, d'autres vous diront le contraire. Mais moi aussi, j'étais très admirative des Bienveillantes. Mais en tout cas, c'était un coup de poker parce que Les Bienveillantes, c'était aussi un livre très littéraire qui n'était pas facilement accessible ni formaté. Et c'était un écrivain inconnu. Donc voilà, je pense que parfois, ils ont cette audace-là. Ils l'ont fait aussi avec Patrick Chamoiseau pour Texaco. Parfois, ils se disent, on va aller prendre quelqu'un d'inconnu. On va prendre un roman qui ne ressemble à aucun autre et on va le mettre
mettre dans la plus grande lumière. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je pense qu'il faut le saluer. Et puis un dernier mot sur le rapport, sur le geste politique. Il faut quand même replacer le Goncourt dans le contexte actuel, un contexte de repli identitaire, un contexte où le mot race est de nouveau utilisé plutôt par une certaine gauche d'ailleurs, bizarrement. Donc je pense aussi que les jurés ont ça en tête. C'est évident. Pas seulement, mais ils l'ont aussi en tête. Il y a un côté quand même un peu qui est assez touchant, un côté un peu impressionniste, parce qu'il touille un peu dans le mystère en imaginant que le suicide de tous les critiques littéraires qui se sont aventurés à écrire sur Heyliman, et ils vont disparaître les uns après les autres. Ça, c'est totalement inventé, non? Oui, j'ai jamais vu de critique littéraire se suicider parce qu'il s'était trompé sur un écrivain. Sinon, il y aurait plus beaucoup de critiques littéraires. Non, mais plus du tout. Oui, ça, c'est totalement vrai. En tout cas, on découvre un personnage, ça c'est sûr, c'est le côté il a grandi au Sénégal, il est arrivé en France comme Heyliman pour ses études, et puis il y a ce livre Terre Sainte qui parlait du Mali envahi par les islamistes. Il y a un vrai amour de la littérature, ça aussi c'est incontestable. Ah oui, tout à fait. Il rend sans cesse hommage à ses maîtres, que ce soit, vous l'avez dit, Senghor, Balzac, mais aussi Bolaño, qu'il admire beaucoup. Moi, je trouve qu'il a des moments où il a des scènes de sensualité et d'hommage à la littérature qui me font penser à Philippe Roth. Enfin, oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu et qui ne cesse de le proclamer, avec un lyrisme, d'ailleurs, qui est assez étranger à la littérature française habituelle, qui est plutôt actuellement dans la sobriété, la retenue, des phrases courtes, et lui au contraire ose quelque chose d'un peu baroque qui sans doute aussi fait sa singularité. Alors je renvoie à votre interview, parce que c'est vrai que il dit vous êtes arrivé à lui faire dire des choses, alors que habituellement, moi je l'ai écouté sur différentes chaînes, notamment je crois sur France Inter, et on arrive et chez la grande librairie, à la grande librairie, on arrive difficilement à le faire parler quand même, hein, non? D'abord, souvenons-nous qu'il a 31 ans. Alors c'est pas 18 ans, mais enfin bon, il a pas l'habitude. Et c'est vrai qu'il il parle très très bien de littérature. Ça, c'est vraiment visiblement ce monde. D'ailleurs, il dit la littérature et la vie, pour moi, c'est la même chose. Après, quand il s'agit de poser voilà, c'est quelqu'un d'assez inclassable et surtout d'irrécupérable. Ça, c'est sa grande force. Et vraiment, j'espère qu'il le demeurera. Parce que, évidemment, qu'un Goncourt comme ça va tenter d'être récupéré par les uns ou par les autres. Et comme il est extrêmement prudent, à mon avis, il restera irrécupérable. Alors, je renvoie aussi à l'édito de Vincent Jory, qui s'appelle L'élégance comme survie, et je ne résiste pas au plaisir, parce que vous évoquez quelqu'un qui m'est cher, c'est le prince de Ligne. Et vous parlez de son livre sur l'élégance, mais vous saviez que le prince de Ligne a été un des premiers à écrire un manifeste sioniste. Oui, avant la lettre, puisque ça datait d'avant Théodore Herzl. Oui, plus 100 ans avant. Enfin, c'est vous parlez de ce qu'il a appelé les mémoires, son mémoire sur les Juifs. Voilà. Mémoire sur les Juifs. Mémoire exactement. Sur les Juifs. Mémoire avec un E sans S. Ça, c'est d'autant plus étonnant qui se soit intéressé, si je puis dire, à la question juive ou au sionisme, parce que il faut imaginer le prince de Ligne, un aristocrate, dandy, libertin, dans son château, etc. Qu'est-ce qui lui est passé par la tête pour qu'il s'intéresse à ce point de faire un livre sur les Juifs? Et l'idée était, vous allez dire Shlomo si je me trompe pas, de créer un État dans l'Empire ottoman en négociant avec le sultan. C'était l'idée. Voilà. Alors que rappelons quand même. Et avant Chateaubriand, parce que c'est un peu dans la veine de Chateaubriand. Bien sûr, avant Chateaubriand. Et rappelons quand même que Voltaire, par exemple, était très dur avec les Juifs. Il était
était anti-juif. Il avait dit des choses absolument abominables sur les traités d'intolérants, de fanatiques, refermés sur eux-mêmes, etc. Donc il y a une époque où même les philosophes des Lumières étaient pas, enfin comme Voltaire, pas spécialement très philosémites. Donc que ce prince de ligne s'entiche comme ça des Juifs, c'est assez surprenant. Ouais. Alors on va terminer, la dernière fois que je vous ai reçu, on l'avait fait, mais là on va faire un mini questionnaire Pont-Neuf, donc c'est dans un style télégraphique, je suis désolé, et c'est êtes-vous ceci ou êtes-vous cela? Êtes-vous Oriane Jancourt-Galignani, Tolstoï ou êtes-vous Dostoïevski? Dostoïevski. Vincent? Et moi aussi, et je conseille juste un livre extraordinaire sur Dostoïevski, d'André Gide, qui s'appelle Dostoïevski, où il fait une comparaison avec Tolstoï, en disant que Dostoïevski est plutôt existentialiste, et Tolstoï plutôt essentialiste. Et moi qui suis plutôt Tolstoï, je conseillerais le Stefan Zweig, le Tolstoï de Stefan Zweig. Êtes-vous Soutine ou êtes-vous Modigliani? Je crois Soutine. Oui. Vincent, et moi aussi. Et vous aussi. Ah bah là, je vous rejoins tout à fait. Êtes-vous Jabotinsky ou êtes-vous David Ben Gourion? Plutôt Ben Gourion, alors. Plutôt la modération de Ben Gourion. Ouais. Merci, je vous reconnais tout à fait et je reconnais votre veine modérée. Mais modérée de bon aloi. Merci Vincent Jory, merci Oriane Jancourt-Galignani. Je vous recevais pour parler du prix Goncourt Mohamed Mbougar Sarr, la plus secrète mémoire des hommes, paru aux éditions Philippe Ray.